Qu'est-ce qui fait d'un adolescent ordinaire un héros ? Il fut un temps où l'on pensait qu'il fallait des qualités ou un entraînement particulier. Mais l'histoire que vous allez entendre vous prouvera qu'il suffit parfois d'un amour sans limite et d'un jugement froid dans les pires moments de la vie. Au cœur de l'Idaho se trouve l'une des régions les plus sauvages des États-Unis, le Frank Church River of No Return Wilderness. Couvrant plus de 2,3 millions d'hectares, cette vaste réserve est le paradis des aventuriers. Ici, parmi les montagnes escarpées et les canyons profonds, la nature a conservé son aspect vierge, épargné par la civilisation moderne. Les Bighorn Crags, un ensemble majestueux de pics granitiques qui s'élancent dans le ciel avec des flèches acérées et des murs imprenables, occupent une place à part dans cette nature sauvage. Ces falaises, qui surplombent des lacs alpins et des gorges étroites, attirent depuis longtemps les grimpeurs. Mais contrairement aux itinéraires populaires, dont chaque mètre a été exploré et décrit dans les guides, des parois vierges attendaient encore leurs pionniers. Le mois d'août 2015 a été typiquement chaud dans ces régions. Le soleil brûlait impitoyablement, forçant le granit à se réchauffer pendant la journée et à se refroidir brusquement la nuit. Par un tel temps, les rochers devenaient particulièrement traîtres. Des pierres apparemment solides pouvaient soudainement s'écailler et s'arracher, emportant avec elles tout ce qui se trouvait sur leur passage. Même les grimpeurs expérimentés savaient qu'il ne fallait pas baisser la garde une seule seconde. À 13 miles du plus proche signe de civilisation, le lac de Sheep Island se trouve au pied de ces majestueuses falaises. Ses eaux calmes reflétaient les tours de granit de Bighorn Crags, donnant une impression trompeuse de sérénité. Mais cette nature sauvage préparait une épreuve sérieuse pour les deux alpinistes qui y avaient établi leur campement. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences et leur expérience, mais aussi leur volonté de vivre. Pour Charlie Finlayson, 13 ans, la montagne est une seconde patrie depuis son enfance. Son père, David, alpiniste accompli et avocat de Salt Lake City, a emmené son fils dès son plus jeune âge dans des voyages allant des sommets enneigés du Canada aux jungles tropicales du Panama. Cette approche de l'éducation n'est pas fortuite. David a délibérément préparé en Charlie un partenaire fiable pour les futures ascensions. Après le divorce de ses parents, Charlie a vécu la plupart du temps avec sa mère et son beau-père. Mais les étés ont toujours été l'occasion d'aventures spéciales avec son père. À l'âge de 13 ans, il avait déjà accumulé une quantité impressionnante d'expérience en escalade sur les falaises locales autour de Salt Lake City. Cependant, au cours de l'été 2015, Charlie en a voulu plus. Des voies plus difficiles et plus techniques l'attiraient. Le 11 août 2015, le père et le fils ont chargé leur sac à dos de 45 kg de matériel et sont partis pour une expédition de 2 semaines au cœur de la région sauvage de Frank Church. Leur sac à dos était rempli de tout ce dont ils avaient besoin. Cordes, mousquetons, matériel de sécurité, tentes, nourriture et eau, tout ce dont ils avaient besoin pour être autosuffisants dans les montagnes. Le plan était ambitieux. Ils ne voulaient pas seulement s'attaquer aux voies existantes, mais aussi à de nouvelles lignes d'escalade sur les parois vierges des Bighorn Crags. 4 jours de voyage difficiles dans la nature les ont conduits au lac Sheep Island. Ils ont parcouru plusieurs kilomètres chaque jour, traversant péniblement des forêts denses et des pentes abruptes avec de lourds sacs à dos sur les épaules. Finalement, épuisés mais encouragés, ils ont installé leur camp de base au bord du lac, juste à l'écart de la principale zone touristique, près des parois majestueuses de Bighorn Crags. De là, ils ont une vue imprenable sur les tours de granit qui semblent attirer magnétiquement les yeux des deux grimpeurs. Contrairement aux zones d'escalade populaires, il n'y avait pas de sentiers battus ni de voies balisées, mais des parois sauvages et intactes de plus de 300 mètres de haut. Chaque matin, ils se réveillent aux premières lueurs du jour et partent à la découverte, grimpant sur d'énormes rochers et des éboulis abrupts. Ils ne cherchaient pas seulement une voie d'escalade, ils cherchaient un chemin à eux, que personne n'avait jamais emprunté auparavant. Leur sortie ensemble n'était pas qu'une simple randonnée. C'était un moment de rapprochement particulier entre le père et le fils, où chaque pas, chaque décision exigeait une confiance totale l'un envers l'autre. Mais ni l'un ni l'autre n'auraient pu prévoir à quel point cette confiance serait mise à l'épreuve les jours suivants. Après plusieurs jours de reconnaissance minutieuse du terrain, une ligne d'ascension particulière a attiré leur attention. 2 majestueux pics de granit dominant le paysage environnant comme d'anciennes sentinelles. Cet itinéraire qu'ils ont baptisé Twin Towers semblait être le défi idéal, suffisamment difficile pour être intéressant, mais pas dangereux au point d'exposer Charlie, 13 ans, à des risques excessifs.
Chaque soir, assis à l'extérieur de leur tente et regardant ces falaises, ils discutent en détail de l'ascension à venir. David s'appuie sur sa grande expérience pour expliquer à son fils les aspects techniques de l'itinéraire. Ils ont prévu de commencer tôt le matin, alors que le soleil chauffait encore les rochers, ce qui les rendait plus dangereux en raison des risques d'éboulement. Le 17 août, alors que les étoiles scintillent encore dans le ciel avant l'aube, leur petit camp au lac Sheep Island a déjà commencé sa routine matinale habituelle. David prépare un petit déjeuner léger, tandis que Charlie dispose méthodiquement le matériel sur la bâche devant la tente. Chaque élément nécessite une attention particulière. Ici, à 13 miles de la civilisation, tout dysfonctionnement peut être fatal. La corde dynamique, leur principal filet de sécurité, est soigneusement enroulée et vérifiée. Les mousquetons sont vérifiés un par un pour s'assurer que le loquet fonctionne correctement. Le moindre blocage peut faire perdre de précieuses secondes sur l'itinéraire. Charlie a vérifié son harnais gris-gris avec une attention particulière. Ce petit mécanisme de verrouillage automatique était leur dernière ligne de défense en cas de chute. Il le démonte et le remonte, vérifiant le fonctionnement de chaque pièce comme son père le lui a appris maintes fois. Les premiers rayons du soleil les surprennent alors qu'ils approchent du début du sentier. Devant eux se dresse un imposant mur de granit de 365 mètres de haut. David et Charlie étaient les seuls grimpeurs de la région. La nature sauvage semblait retenir son souffle en regardant le père et le fils se préparer à leur plus grande aventure ensemble. Aucun d'entre eux n'aurait pu deviner que, dans quelques heures, cette belle journée d'été se transformerait en une épreuve brutale qui changerait leur vie à jamais. Les premiers rayons du soleil commençaient déjà à réchauffer les murs de granit des Twin Towers lorsque David et Charlie se sont approchés du début du sentier. Devant eux se dresse un mur massif de plus de 365 mètres de haut. Un défi impressionnant, même pour des grimpeurs expérimentés. David vérifie une dernière fois les nœuds de son harnais et de celui de son fils, tout en sachant que Charlie est capable de le faire lui-même. Cette habitude paternelle de tout revérifier personnellement a fait naître un léger sourire sur le visage du garçon. La première longueur commence par une large fissure qui se rétrécit progressivement vers le sommet, le terrain idéal pour s'échauffer et se préparer aux sections plus sérieuses. David était en tête, se frayant méthodiquement un chemin vers le haut et installant des points d'assurage tous les quelques mètres. Ses mains trouvaient toujours des crochets sûrs, tandis que ses pieds sondaient chaque point d'appui avant d'y transférer son poids. Charlie surveillait attentivement le mouvement de la corde à travers son gris-gris, qu'il tendait doucement au fur et à mesure que son père avançait. Ce dispositif de sécurité automatique était plus fiable qu'un huis classique. Il bloquait instantanément la corde en place en cas de chute. Leurs gestes s'étaient affinés au cours de nombreuses ascensions communes. Lorsque David demandait plus de cordes, Charlie savait exactement combien en donner, et le son distinctif du prochain point d'assurage lui indiquait que son père avait trouvé un point d'ancrage sûr. Peu à peu, ils prennent de l'altitude. Pas à pas, mètre après mètre, la paroi cède à leur persévérance. Le soleil se lève plus haut et la nature de l'ascension change avec lui. Le terrain devient plus difficile, exigeant plus de concentration et d'habileté technique. Charlie est confiant dans son travail d'assureur, ce qui rend David fier. Son fils est devenu un partenaire fiable. En milieu d'après-midi, ils ont effectué une dizaine de longueurs, grimpant jusqu'à 365 mètres au-dessus du sol. La vue d'ici était spectaculaire, la vaste mer de Frank Church Wilderness s'étendait jusqu'à l'horizon. Le lac Sheep Island, en contrebas, est un petit miroir entouré d'un tapis forestier vert foncé. À cette altitude, chaque rafale de vent rappelle à quel point ils sont loin du sol. David commence à se déplacer horizontalement le long de la paroi jusqu'au prochain point d'assurance. Cette section était relativement facile. Un large rebord de pierre, comme un balcon naturel, permettait de se déplacer sur toute la hauteur. À cette hauteur, même les mouvements les plus simples requièrent une concentration extrême. La moindre erreur peut coûter la vie. Charlie, solidement attaché à son poste par un arbre poussant à même la roche, observe attentivement les mouvements de son père. La corde glissait doucement à travers le dispositif de sécurité, mesurant chaque pas. Le soleil d'été avait déjà bien réchauffé les rochers. En montagne, cette heure de la journée est toujours dangereuse pour les grimpeurs. Les rochers chauffés deviennent moins stables et l'air sec augmente les effets de dilatation dans les micro-fissures. Mais pour l'expérimenter David, ces conditions sont familières. Il avançait méthodiquement vers le point suivant lorsque l'écho des rochers a soudain émis un son qui aurait glacé le sang de n'importe quel grimpeur. À ce moment-là, David avance lentement le long d'une large corniche. Il se trouvait à une quinzaine de mètres de Charlie lorsque, dans le silence de la montagne, il a entendu le son que tout alpiniste redoute le plus,
le craquement assourdissant d'un rocher qui se brise quelque part au-dessus de lui. David lève la tête à temps pour voir un énorme bloc de granit se détacher de la paroi principale juste au-dessus de lui. Un bloc de roche de la taille d'une petite voiture s'est brisé vers le bas. « Roche !» David cria en essayant de s'écarter, mais le bloc heurta la partie du mur sur laquelle il se tenait. Charlie, qui surveillait son père depuis une position sûre près de l'arbre, a regardé avec horreur la chute du rocher qui a fait tomber son père du mur. David n'est pas seulement tombé, l'énorme morceau de roche l'a littéralement balayé de la corniche, le traînant le long du mur. Le dispositif de sécurité automatique de Grigri s'est déclenché instantanément, bloquant la corde. Comprenant que la violente secousse de la chute allait suivre, Charlie a serré le dispositif contre lui, se préparant au pire. Tout s'est passé en quelques secondes. Alors que le nuage de poussière de pierre commence à se dissiper, David reste immobile à 15 mètres sous Charlie. Une longue traînée de sang se détache étrangement sur le granit gris du mur, là où le corps a été traîné sur la pierre. « Papa, papa !» Le cri désespéré de Charlie résonne entre les rochers, mais il n'y a qu'un silence assourdissant en réponse. La peur s'empare de tout son corps, mais les années d'entraînement avec son père n'ont pas été perdues. Même s'il n'avait que 13 ans, Charlie savait que ce n'était pas le moment de paniquer. Chaque seconde compte. Il vérifia rapidement son poste d'assurage, s'assura que la corde était intacte et commença à la lâcher lentement par l'intermédiaire de Grigri pour descendre son sac à dos et sa trousse de secours jusqu'à son père. Plusieurs minutes angoissantes s'écoulèrent avant qu'un faible gémissement ne se fasse entendre en bas. David commença à reprendre conscience et la première chose qu'il vit fut son propre sang sur le rocher. Son bras gauche est complètement brisé, du coude au poignet. La jambe au-dessous du genou semblait presque arrachée, avec des os qui dépassaient. Il respire difficilement, ses côtes sont probablement brisées. Le casque qui lui avait sauvé la vie était fissuré et le côté gauche de son visage était criblé d'éclats de roche. Charlie est soulagé d'entendre la voix de son père, mais il se rend compte que ce n'est que le début de la lutte pour la survie. Il se trouve à plus de 300 mètres au-dessus du sol, à 13 miles de la civilisation la plus proche, et l'état de David se détériore rapidement. Le sang continue de suinter de ses nombreuses blessures, et le jour glisse inexorablement vers le soir. « Charlie !» La voix de David est à peine audible. « Il faut descendre. Je vais te donner un coup de main. Tu dois te débrouiller. » La journée s'achève lentement et David et Charlie sont toujours en haut de la paroi. La descente s'annonce difficile. Plus de 300 mètres de dénivelé et chaque mètre peut être fatal. Les yeux de David s'assombrissent périodiquement à cause de la perte de sang, mais il sait qu'ils doivent agir rapidement avant qu'il ne fasse nuit. « Écoutez attentivement, dit David d'une voix faible mais assurée. Vous savez comment organiser le système de déclenchement. Nous l'avons pratiqué des centaines de fois. Descends-moi d'abord, puis descends toi-même. Trouve des points d'ancrage sûrs pour la corde. » Charlie n'avait jamais organisé de descente en rappel tout seul. C'était généralement son père qui s'en chargeait. Mais là, il n'avait pas le choix. Les mains tremblantes, il commence à préparer le premier poste de rappel. Il vérifie plusieurs fois chaque nœud, chaque mousqueton, il n'a pas le droit à l'erreur. Le plus difficile est de descendre le corps, presque inerte de son père. David essaie de l'aider avec sa main saine en poussant sur le rocher, mais chaque mouvement lui cause une douleur insupportable. Charlie fait lentement passer la corde dans le dispositif de rappel en veillant à ce que son père ne se balance pas et ne heurte pas les corniches. Pas à pas, ils s'approchèrent lentement du sol. À chaque station, Charlie devait réorganiser le système de descente. La sueur coulait dans ses yeux et ses mains tremblèrent d'effort, mais il ne se permettait pas de penser à la fatigue. Vers la 8e descente, le soleil commença à disparaître derrière les montagnes, plongeant la vallée dans un froid crépuscule. Lorsqu'ils atteignent le pied de la paroi, il fait presque nuit. Mais leur épreuve ne fait que commencer. Entre eux et le camp s'étendait 1,5 km de champs rocheux, d'énormes rochers, certains de la taille d'un camion, empilés les uns sur les autres, créant un véritable labyrinthe. « Charlie !» David pouvait à peine parler. « Tu devrais aller au camp. Apporte des sacs de couchage et plus de bandages. J'attendrai ici. » Mais Charlie ne pouvait se résoudre à laisser son père seul dans cet état. Le bras cassé de David nécessitait des soins. Les arêtes vives des os brisés risquaient d'endommager les artères. Avec le plus grand soin, Charlie applique un bandage serré du coude au poignet, essayant d'apporter un peu de stabilité aux membres blessés. Après une brève discussion, ils décidèrent de passer la nuit ici même, au pied du mur.
Dans l'obscurité totale, parmi les pierres froides, Charlie installe son père dans une position aussi confortable que possible. Malgré leurs efforts, David saignait encore, frissonnait, les premiers signes d'une hypothermie imminente. Sans sac de couchage, avec les seuls vêtements qu'ils portaient, le père et le fils se préparèrent à passer la nuit la plus longue de leur vie. L'obscurité enveloppe les montagnes et les étoiles s'allument au-dessus de leur tête. Quelque part au loin, un loup hurlait, leur rappelant à quel point ils étaient seuls dans cette région sauvage. Charlie resta éveillé, vérifiant constamment le pouls de son père et essayant de le réchauffer avec son corps. Chaque heure lui paraissait une éternité, et l'aube était encore si loin. Les premiers rayons du soleil du 18 août illuminent une scène étrange au pied des tours jumelles. David, épuisé par la douleur et la perte de sang, sait qu'il ne pourra pas parcourir le 1,5 kilomètre de champ de pierre qui le sépare du camp. Chaque mouvement est insupportablement douloureux et ses membres brisés refusent de le soutenir. « Charlie, » dit David en rassemblant ses dernières forces pour parler clairement, « tu dois aller chercher de l'aide. Je n'ai aucune chance d'arriver au camp par mes propres moyens. » Cette fois, il n'y avait plus de raison de discuter. Les deux comprenaient que c'était le seul moyen de s'échapper. Charlie vérifie à nouveau les bandages de son père avant de partir, s'assurant que le garrot est bien fixé. Son sac à dos contenait tout ce dont il avait besoin pour le long voyage. Une carte avec l'emplacement de son père, de la nourriture, de l'eau et un filtre pour la nettoyer. Les adieux ont été difficiles. Tous deux ont réalisé que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se voyaient. À 8h15, Charlie a commencé son voyage. En marchant sur le chemin familier, il prit pour rencontrer quelqu'un. Ils n'étaient pas censés rentrer chez eux avant une semaine. Personne ne savait qu'ils étaient en difficulté. Après plusieurs kilomètres d'une montée épuisante hors de la vallée du lac de Sheep Island, il entendit ce qui semblait être un miracle, des voix humaines. En suivant le son des voix, Charlie a couru jusqu'à une petite clairière où il a vu 2 randonneurs, un père et son fils, Craig, qui étaient en train de préparer leur campement. Haletant d'excitation, il leur tendit une page froissée de son guide avec un mot qu'il avait écrit la veille sous la dictée de David. « Voici mon fils Charlie. J'ai été blessé lors d'une chute. Nous sommes sur la rive sud-ouest du lac Sheep Island. Aidez-le s'il vous plaît. » Les Craig quittent momentanément leurs affaires. Pendant que son fils sort la carte, son père interroge Charlie sur l'état de santé de David et sur l'endroit exact où il se trouve. Les mains tremblantes, Charlie déplie la carte et montre l'endroit exact où son père est resté. Les Craig se regardent et prennent une décision rapide. Ils iront voir David pour lui administrer les premiers soins et ne le laisseront pas seul. « Écoutez, » dit le plus âgé des Craig en posant sa main sur l'épaule de Charlie. « Il y a un camp de scouts à environ 3 kilomètres d'ici, au bord du prochain lac. Il devrait y avoir un chef d'équipe là-bas, avec une radio. Nous allons nous occuper de ton père, et toi, tu iras là-bas et tu essaieras d'organiser une opération de sauvetage. » Le plan semblait parfait. Charlie remit aux Craig une partie de son matériel médical et leur expliqua en détail comment trouver son père dans l'amas de rochers. C'est un grand soulagement de savoir que David ne sera plus seul. Avec une force et un espoir renouvelés, Charlie se précipite vers le camp des scouts. Mais quand, après une demi-heure de voyage rapide, il atteignit l'endroit qu'il avait indiqué, il fut cruellement déçu de le trouver vide. Les tentes étaient déjà pliées, le feu de camp piétiné, les éclaireurs probablement partis depuis quelques heures. Le désespoir commença à déferler par vagues. Charlie se tient au bord du lac, conscient que chaque minute perdue réduit les chances de survie de son père. Puis, obéissant à une voix intérieure, il sortit son sifflet de sauvetage. 3 coups de sifflet stridents brisent le silence de la montagne. Le son du sifflet se répercute sur les montagnes environnantes. Charlie l'utilisa pendant près de 5 minutes, bien qu'il n'y ait pas une seule âme en vue. Cela semblait inutile, mais quelque chose le poussait à continuer. Soudain, un homme sortit de la forêt en courant, un randonneur qui campait avec sa famille au bord d'un lac caché. Après avoir entendu l'histoire de Charlie, l'homme, qui s'est avéré être un marathonien expérimenté, a pris une décision immédiate. Il courra jusqu'au poste de garde forestier, à 8 miles sur le sentier de montagne, pour organiser une opération de sauvetage. Son entraînement athlétique lui permet de réduire le temps de trajet au minimum. Charlie devait le suivre, mais déjà à son propre rythme. Lorsque Charlie atteint le poste de garde forestier, à peine debout après un voyage éprouvant, il est déjà bien plus de midi. Le marathonien était arrivé des heures avant lui et les Rangers avaient immédiatement mis en place le protocole de sauvetage. La station est en pleine effervescence. Les Rangers ont installé un poste de commandement sur le terrain, dressé des cartes de la zone et coordonné les équipes de secours par radio. Les Rangers expérimentés savaient déjà que la situation était critique.
un homme souffrant de multiples blessures, dont des fractures ouvertes, se trouvait au fin fond de la nature, sans route, et l'évacuation à pied risquait de prendre trop de temps. La direction de l'opération a pris la seule décision qui s'imposait, faire appel à l'aviation. Un hélicoptère de sauvetage a été envoyé au lac Ship Island dès que les coordonnées ont été reçues. Parallèlement, une équipe de secours au sol a été activée au cas où les conditions météorologiques empêcheraient l'hélicoptère d'atterrir dans les montagnes. En attendant des nouvelles, les gardes forestiers ont pris soin de Charlie, qui était épuisé. Ils lui ont donné un sandwich au fromage chaud, lui ont permis de se reposer et l'ont tenu informé. L'un des gardes forestiers a contacté le beau-père de Charlie, qui était déjà en route pour venir le chercher. Pendant ce temps, au pied des tours jumelles, des événements cruciaux se déroulaient. Les Craig ne se sont pas contentés de rester avec David. Ils ont aidé à préparer le site pour un éventuel atterrissage d'hélicoptère en dégageant un petit espace entre les rochers. Malgré son état critique et sa perte de sang constante, David est resté conscient, en grande partie grâce au soutien constant et aux conversations avec ses sauveteurs inattendus. Lorsque le grondement croissant des hélices se fait enfin entendre dans le ciel, tout le monde lève la tête. L'hélicoptère de sauvetage a effectué plusieurs cercles au-dessus de la Seine, évaluant la possibilité d'atterrir sur le terrain montagneux difficile. Le professionnalisme du pilote a permis d'effectuer cette manœuvre difficile. L'appareil s'est posé avec précaution sur une minuscule parcelle de chaos rocheux. Un groupe de sauveteurs munis de brancards et de matériel médical a sauté de l'hélicoptère. Ils examinent rapidement les blessures de David, stabilisent son état avec des garrots et des bandages supplémentaires et lui administrent des analgésiques. Chaque mouvement pendant le transport pouvant aggraver ses blessures, ils ont dû agir avec une extrême prudence. La gravité des blessures de David a nécessité un traitement échelonné. Il a d'abord été transporté à l'hôpital Salmon, où il a été stabilisé d'urgence et où l'hémorragie a été stoppée. Cependant, les médecins locaux se sont rapidement rendus compte que les blessures étaient si graves qu'elles nécessitaient des soins spécialisés. Le patient a été transporté à Boise, où l'on a procédé à un traitement chirurgical primaire des plaies et à une fixation temporaire des fractures. Mais c'est au centre médical IMC de Salt Lake City que le véritable combat pour la guérison a commencé. C'est là que David a été intégré à un programme innovant de reconstruction des lésions complexes des membres. Le principal problème concernait sa jambe gauche. Un impact de rocher avait pratiquement détruit les tissus mous de son tibia, laissant une fracture ouverte avec une perte importante de la masse musculaire. Les médecins de l'IMC ont proposé une approche révolutionnaire. Au lieu de la transplantation traditionnelle des propres tissus du patient, ils ont utilisé des tissus bovins spécialement traités, associés à des cellules souches. Cette construction issue de la bio-ingénierie a servi de cadre à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et de fibres musculaires. Une armature métallique externe, connue sous le nom d'appareil d'Ilizarov, a fixé les os dans la bonne position pendant que la régénération des tissus se produisait. Ce dispositif, semblable à un échafaudage externe, se compose d'anneaux métalliques reliés par des tiges qui traversent l'os. Cette conception a permis aux médecins de contrôler avec précision la position des fragments osseux et d'ajuster progressivement leur position au fur et à mesure de la guérison. Dans le même temps, des travaux étaient en cours pour reconstruire le bras gauche qui avait été brisé du coude à la main. Des plaques et des vis en titane ont été utilisées pour réparer les multiples fractures et reconstruire les ligaments et les tendons endommagés. En l'espace de 6 mois, David a subi environ 10 à 12 opérations. Chacune d'entre elles visait à résoudre un problème particulier: restauration du tissu osseux, reconstruction musculaire, rétablissement de l'irrigation sanguine. Entre les opérations, des cours intensifs de physiothérapie ont été organisés pour prévenir l'atrophie musculaire et maintenir la mobilité des articulations. L'histoire du sauvetage de David Finlayson par son fils de 13 ans a rapidement fait la une des journaux nationaux. Les journalistes ont essayé d'interviewer Charlie, le qualifiant de héros, mais il a répondu modestement que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. Ses parents, eux, étaient d'un autre avis. Ils savaient que tous les adolescents ne pouvaient pas agir avec autant de concentration et de détermination dans une situation critique. Cette expérience a marqué un tournant dans la relation père-fils. Avant l'accident, Charlie avait souvent eu l'impression d'être partagé entre deux vies, la vie ordinaire avec sa mère et son beau-père, et la vie aventureuse avec son père. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Au cours de ces heures terrifiantes dans les tours jumelles, ils se sont vus sous un jour nouveau, non seulement comme un père et un fils, mais aussi comme deux personnes prêtes à se battre pour la vie de l'autre jusqu'à la fin.
Contrairement aux attentes des autres, cette expérience n'a pas découragé Charlie de faire de la montagne. Au contraire, il s'est senti plus confiant. Il savait désormais avec certitude que, dans une situation critique, il pouvait penser clairement et agir de manière décisive. De plus, les événements de ce jour-là lui avaient montré que son père et lui pouvaient se faire confiance dans n'importe quelle situation. Pour David, l'accident a été l'élément déclencheur d'un changement radical. Abandonnant sa carrière d'avocat, il a choisi la vie dont il avait toujours rêvé, libre, remplie de voyages et de nouvelles expériences. Après avoir vendu son chalet dans les montagnes, il a commencé à voyager à travers le pays sans être attaché à un endroit. La guitare et la méditation sont devenues ses nouvelles compagnes, tandis que l'escalade est restée une partie intégrante de sa vie. Aujourd'hui, des années plus tard, Charlie est étudiant à l'université Brigham Young, mais son père et lui trouvent toujours le temps de grimper ensemble. Ce qui les lie, c'est plus que l'amour de la montagne. Une expérience commune qui leur a appris à apprécier chaque instant de la vie et à se faire confiance de manière inconditionnelle. Leur histoire témoigne du fait que les liens les plus forts entre les gens peuvent naître dans les pires épreuves. Dans les montagnes de l'Idaho, quelque part sur les pentes des Twin Towers, on peut encore trouver des traces de leur combat épique pour la vie. Mais le véritable monument de ces événements n'est pas le rocher, mais le lien indéfectible entre un père et son fils, forgé dans le creuset de l'adversité et qui ne cesse de se renforcer. L'histoire de Charlie et David Finlayson donne à réfléchir. Qu'est-ce qui rend un enfant de 13 ans capable d'agir avec sang-froid et détermination dans une situation où même les adultes pourraient paniquer ? Peut-être est-ce dû à l'éducation particulière que David a donnée à son fils, des années durant lesquelles il l'a préparé à la vie en montagne. Ou peut-être est-ce le lien invisible entre le père et le fils qui ne se manifeste qu'au moment du danger mortel. Cette histoire soulève également une question importante sur le risque en alpinisme. Cela vaut-il la peine de s'exposer et d'exposer ses proches à un tel danger ? Mais ce sont peut-être ces moments à la limite des possibilités humaines qui nous permettent de nous connaître vraiment et de connaître ceux qui nous entourent. Que feriez-vous si vous étiez Charlie ? Seriez-vous capable de rester calme et d'agir méthodiquement lorsque la vie d'un être cher est en jeu ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes très intéressés par ce que vous pensez. Si vous avez apprécié cette histoire sur la force de l'esprit humain et le lien indéfectible entre un père et son fils, soutenez notre chaîne en l'aimant et en vous abonnant. De nombreuses autres histoires passionnantes de survie dans les situations les plus extrêmes vous attendent. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, la véritable force d'une personne ne se mesure pas à sa capacité à éviter les épreuves, mais à sa capacité à les traverser en restant humain. Rendez-vous dans les prochains numéros. Il existe des endroits sur Terre où beauté et danger mortel sont indissociables. Le parc national de Yosemite en fait partie. Ces monolithes de granit, baignés par le soleil californien, attirent des rêveurs, des athlètes et des rebelles du monde entier. Chaque année, des milliers de personnes viennent ici pour toucher la légende. Mais tout le monde ne sait pas que cette légende a un côté sombre. Chaque année, ces parois font plus d'une douzaine de victimes. Malgré cela, le flux d'enthousiastes ne tarit pas. À l'été 2025, Grant Klein, un Texan de 18 ans, a rejoint leur rang. Son histoire aurait dû n'être qu'une ligne de plus dans les statistiques, mais elle s'est transformée en quelque chose de bien plus important. Le soir du 5 juin, Grant se trouvait à Boys Town, une ville de tente pour les travailleurs saisonniers. Parmi des dizaines de jeunes rêveurs bronzés comme lui, il ne se distinguait que par ses yeux brûlants lorsque la conversation portait sur l'escalade. Grand et mince, il était assis sur les marches de sa tente, triant méthodiquement son équipement et racontant à son voisin la beauté de la voie Royal Arch au clair de lune. Pour lui, c'était le début de la vraie vie, la réalisation d'un rêve qu'il poursuivait depuis plusieurs années. Il ne savait pas encore quel prix la vallée lui demanderait pour cette dévotion. Grant Jeffrey Klein est né le 4 mai 2007 à Frisco, au Texas, dans une famille qui appréciait les loisirs de plein air. Dès son plus jeune âge, il a montré un penchant pour les hauteurs et la solitude. Lors des randonnées en famille, le petit garçon courait toujours devant et ses parents le retrouvaient assis sur une corniche rocheuse, seul contemplant le monde d'en haut. À l'âge de 14 ans, il a trouvé un endroit qui est devenu son deuxième foyer, la salle d'escalade Canyons Rock Climbing Gym. Là, parmi les odeurs de magnésie et de caoutchouc, il a découvert sa passion. Très vite, il a trouvé un emploi dans cette salle et a dépensé tout son argent dans des mousquetons, des cordes et des crampons. Son passe-temps est rapidement devenu une obsession.
Il faisait regarder à sa famille des films sur l'alpinisme en boucle citant les légendes du monde de l'extrême. Mais son héros principal était Alex Honnold, que Grant considérait comme un prophète de la concentration. Sa sœur Anna se souvient qu'il leur tendait la télécommande avec révérence, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Cette passion était si dévorante qu'en avril 2024, à l'âge de 16 ans, il s'est enfui. Laissant à ses parents un petit mot disant « Je vous aime », il est monté dans sa vieille Toyota Corolla et a pris la route vers l'ouest en direction de Yosemite. Ses parents, Jeff et Jennifer Klein, ne l'ont pas poursuivi. Ils comprenaient que le forcer à rentrer à la maison risquait de briser quelque chose d'important en lui. Ils ont plutôt établi une règle, un SMS avec un mot de passe chaque matin avant 9 h afin qu'il sache qu'il était en vie. Grant s'est installé sur le parking du El Portal Market où il dormait dans sa voiture, qu'il appelait obstinément son camp de base, et a terminé ses études en ligne grâce au Wi-Fi du magasin. Chaque jour, il faisait de l'escalade. C'est là qu'il a rencontré Mason Davis, un employé qui lui donnait de la nourriture périmée et qui est devenu l'un de ses premiers amis dans la vallée. À l'été 2024, il est retourné au Texas et a obtenu son diplôme en décembre. En mai 2025, juste après son 18e anniversaire, il est retourné à Yosemite. Cette fois, il avait la bénédiction de ses parents, qui ressemblait davantage à une lourde résignation. Il a trouvé un emploi de plongeur au Yosemite Lodge et s'est finalement installé dans la Boys Town dont il avait rêvé. Pour Grant, ce n'était pas seulement un travail, c'était la vie à laquelle il aspirait. Il s'est rapidement intégré à la communauté très soudée de Boys Town et s'est trouvé un partenaire d'escalade fidèle en la personne de Chris Guzman. Mais sa véritable passion allait bien au-delà de l'assurage. Il s'adonnait à l'escalade en solo intégral, sans corde, qu'il considérait comme la forme ultime d'interaction avec la roche. Il en a parlé franchement à sa mère et ils ont convenu d'une nouvelle règle. Il lui enverrait un SMS chaque fois que ses pieds toucheraient le sol après une ascension en solo. Et il a toujours tenu parole. Ce n'était pas de l'imprudence ou de la frime. Pour Grant, l'escalade en solo était une pratique profondément personnelle, presque méditative. Il disait à ses amis que cela donnait un sens à chacun de ses mouvements, comparant le risque à une cigarette dans la bouche que l'on n'allume jamais, un contrôle total sur un danger auquel on ne laisse aucun pouvoir. Il avait déjà escaladé plusieurs voies classiques en solo, notamment Swan Slab et Jam Crack, et se sentait en totale confiance au bord du vide. Des grimpeurs expérimentés tels que Bronson Ovnanian ont tenté de le dissuader, lui disant qu'il y avait trop à perdre et trop peu à gagner dans cette vallée. Grant acquiesçait poliment, écoutait, mais continuait son chemin. Son obstination tranquille n'était pas de l'arrogance. Il croyait simplement avoir trouvé sa façon de vivre authentiquement, seul avec la roche, le vent et le ciel, en contrôle total de chacun de ses mouvements. La nuit du 6 juin 2025, le silence enveloppa la vallée de Yosemite. Après minuit, Grant Klein termina son service dans la salle des casseroles, la zone de lavage de la vaisselle située derrière la cuisine du Yosemite Lodge. C'était un endroit chaud et bruyant, une boîte en acier remplie de vapeur, d'odeur de javel et du cliquetis des plateaux métalliques. Mais Grant s'en moquait. C'était un travail honnête dans un endroit dont il avait rêvé, et il en était fier. Il marcha vers sa tente à Boys Town sous un ciel parsemé d'étoiles qui semblait incroyablement proche ici, loin des lumières de la ville. L'air était frais et pur. Dans sa tente, il essayait de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller son voisin, Kelvin Pittman. Il dirigeait la lumière de sa lampe frontale à travers une bouteille d'eau, une astuce qu'il utilisait pour rendre la lumière douce et diffuse. Ce geste simple était typique de Grant, attentionné et soucieux du détail. Allongé dans son lit, il ouvrit un livre du légendaire alpiniste Royal Robbins et étudia une fois de plus les lignes consacrées à la voie Royal Arch. Il faisait toujours ainsi. Il étudiait l'histoire d'un rocher avant de le toucher. Son plan pour la nuit était simple. Une courte reconnaissance nocturne, un repérage en solo intégral, comme il l'appelait. Quelques semaines auparavant, il avait déjà escaladé cette voie jusqu'à la 9e corde, jusqu'au célèbre pendule, puis était redescendu. Aujourd'hui, il voulait aller plus haut. Il ne dormit pas. Le repos vint avec le mouvement, avec la concentration. Vers 1 h du matin, il se leva silencieusement, s'habilla, vérifia son sac à magnésie et quitta la tente. Personne ne le vit partir. Personne ne le vit disparaître dans l'obscurité, se dirigeant vers le pied des parois granitiques qu'il considérait comme son véritable foyer. C'était sa décision finale, le point de non-retour.
La voie Royal Arch ne commence pas par une paroi verticale, mais par une série de corniches et de rebords rocheux, ce que les grimpeurs appellent une escalade facile de niveau 4. C'est une zone trompeuse où la confiance peut facilement se transformer en imprudence. Grant portait des chaussures d'approche plutôt que des chaussures d'escalade adhérentes, confirmant son intention de ne faire que repérer l'approche. Dans l'obscurité, éclairées par une lampe torche, les dalles de granit recouvertes de lichen glissant perdent toute leur fiabilité. Ce qui s'est exactement passé pendant ces quelques secondes restera à jamais un mystère. La conclusion professionnelle des sauveteurs du Yozar, basée sur la position du corps et les traces, était impitoyable et sans équivoque. Selon toute vraisemblance, Grant s'est légèrement écarté de la voie dans l'obscurité et s'est retrouvé à l'est du sentier principal. Une erreur de navigation est possible. Une perte de concentration momentanée est envisageable. Un pied se pose sur un rocher humide recouvert de mousse. Perte d'équilibre. Sur un tel terrain, cela a suffi. La chute n'a pas été un vol hollywoodien dans les abysses. Ce fut une glissade rapide et chaotique, suivie d'une chute sur une pente de 60 à 70 degrés. Un choc, puis un autre, puis le silence. Tout s'est passé en quelques secondes. Pas de cris, pas de témoins. Seul le bruit des petits cailloux qui s'effritent, rapidement engloutis par la vallée nocturne. Son corps s'est immobilisé à 90 mètres à l'est du départ de la voie, au pied d'une corniche rocheuse connue sous le nom de Cobra Feature. Un grand rêve a été brisé par un simple pas imprudent. Le samedi 7 juin, la vie à Yosemite suivait son cours normal. Le soleil illuminait El Capitan, les touristes prenaient des photos avec les cascades en arrière-plan et les grimpeurs escaladaient leur voie. Personne à Boys Town ne s'inquiétait. Grant disparaissait souvent pendant plusieurs jours, plongé dans son univers rocheux. Son voisin Kelvin, voyant son lit vide, supposa simplement que Grant était parti grimper à l'aube ou qu'il était allé directement au travail. L'absence d'un garçon discret passa inaperçue. La vallée continuait de vivre, inconsciente qu'elle avait déjà perdu une vie. L'alerte a été donnée le lendemain matin, dimanche 8 juin. Chris Guzman devait escalader la Dole Tower avec Grant, une voie emblématique d'El Capitan, leur projet commun le plus ambitieux. Chris s'est réveillé avant l'aube, plein d'énergie et d'impatience. Il a préparé du café et vérifié son équipement, chaque coinceur, chaque mousqueton. Il repassa mentalement les passages clés de la voie, imaginant comment Grant et lui allaient travailler ensemble. Vers 7 heures, alors que l'air était encore frais et pur, il s'approcha de la tente de Grant. Il frappa sur la toile. « Grant, c'est l'heure de se lever. » Pas de réponse. Chris décida que Grant dormait profondément après son service de nuit et retourna à sa tente pour lui laisser un peu plus de temps. Une demi-heure plus tard, il commença à s'impatienter. Le meilleur moment pour grimper s'envolait. Il envoya un message. « Où es-tu ? On est en retard. » Pas de réponse. Son irritation légère se mêlait désormais à une pointe d'inquiétude. Il retourna à la tente et regarda à l'intérieur. Le lit était vide et bien fait. Le vélo de Grant, qu'il utilisait pour se rendre au travail, avait disparu. Chris appela. Goodkov ne répondit pas, l'appel fut directement transféré vers la messagerie vocale. Son téléphone était éteint. À ce moment-là, les premières graines d'une véritable anxiété glaciale germaient dans un terrain fertile. Pour un grimpeur à Yosemite, un téléphone éteint est un signe alarmant. Mais quelque chose d'autre était encore plus inquiétant. Grant était obsédé, mais il n'avait jamais laissé tomber ses partenaires. C'était une loi tacite de la confrérie des grimpeurs que personne n'avait jamais enfreinte. Chris composa son numéro encore et encore, mais à chaque fois, il n'entendait que la voix monotone de l'opérateur. La belle matinée dans la vallée, pleine de promesses et d'aventures, n'était plus la même. L'air était rempli du silence lourd et assourdissant qui règne lorsque l'on attend une réponse, et à chaque seconde, on craint de plus en plus de ne pas l'obtenir. Chris se rendit au Yosemite Lodge. Son cœur battait à tout rompre. Il trouva le responsable de service et lui demanda où était Grant. La réponse fut accablante. Grant ne s'était pas présenté à ses 2 dernières gardes, vendredi et samedi, et n'avait pas appelé. Pour un homme qui tirait une telle fierté de son travail, c'était inconcevable. À ce moment-là, l'angoisse de Chris se transforma en une peur glaciale. L'illusion que tout allait bien s'était brisée. Il se précipita vers Boys Town, trouva Kelvin et les autres garçons. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant une image terrible. Grant avait été vu pour la dernière fois vendredi soir. Il avait mentionné vouloir aller voir le Royal Arches. 2 jours sans nouvelles, des quarts de travail manqués, un téléphone éteint. Tout espoir qu'il s'agisse d'un simple malentendu s'était évaporé.
Il avait été remplacé par la certitude froide et pesante que quelque chose d'irréparable était arrivé. Ils ont réalisé qu'ils avaient perdu un temps précieux. Ils devaient agir. La prise de conscience que Grant n'était pas simplement en retard, mais en difficulté, frappa Chris Guzman comme un choc physique. Lui et Kelvin Pittman se précipitèrent dans les tentes de Boys Town pour rassembler toutes les personnes disponibles. La communauté très soudée des travailleurs saisonniers réagit instantanément. En quelques minutes, un petit groupe de jeunes gens épuisés et inquiets se précipita vers le pied des Royal Arch à quelques kilomètres de chez eux. L'air était chargé d'espoir et d'angoisse. Personne ne parlait du pire. On supposait à voix haute que Grant était peut-être coincé, perdu ou blessé, mais qu'il était certainement en vie et attendait de l'aide quelque part sur cette immense paroi. Ils se séparèrent et ratissèrent le pied des falaises. Leurs cris « Grant !» semblaient faibles et pitoyables, étouffés par le granit indifférent et l'immensité de la vallée. Chris fixait la paroi grise, essayant de distinguer le moindre signe, une tache claire sur un vêtement, un reflet métallique. Les dernières conversations tournaient en boucle dans sa tête. Des fragments de phrases sur la beauté des ascensions nocturnes en solo refaisaient surface. Une pensée lui traversa l'esprit, aussi tranchante qu'un éclat de verre. J'aurais dû être plus persévérant. Ils interrogèrent tous les groupes de grimpeurs qui descendaient. Mais tout ce qu'ils obtenaient en réponse, c'étaient des regards compatissants et des hochements de tête négatifs. Personne n'avait rien vu. Le soleil s'enfonçait lentement vers la cime des arbres, et de longues ombres commençaient à envahir le canyon. Avec elles venait le froid. Une brise fraîche du soir commençait à les glacer à travers leurs fines vestes en polaire, et à chaque minute qui passait, non seulement leur espoir s'évanouissait, mais aussi leur force physique. Le soir venu, complètement épuisés, ils retournèrent à Boys Town. Leurs recherches désespérées et amateurs, alimentées par l'adrénaline, avaient été anéanties par la grandeur silencieuse de Yosemite. Il était clair que leurs efforts n'avaient pas suffi. Il était temps de passer à l'étape la plus difficile. Chris Guzman a composé le 911. Cet appel a transformé leur tragédie privée en une opération officielle. Peu après, un représentant du Yosemite Search and Rescue, YOSAR, est arrivé à Boys Town. Son calme et son approche méthodique contrastaient fortement avec la panique des amis. Chris et Kelvin ont raconté en détail tout ce qu'ils savaient, l'itinéraire que Grant avait prévu de repérer, son habitude de grimper en solo, sa fiabilité en tant que partenaire et le fait qu'ils n'avaient plus de nouvelles de lui depuis plus de 48 heures. Les sauveteurs ont écouté et ont pris une décision qui allait changer à jamais les pratiques de recherche à Yosemite. Ils ont décidé d'utiliser les données de l'application mobile civile Find My Friends. C'était la première fois dans l'histoire du YOSAR que les données GPS d'un téléphone personnel étaient utilisées pour localiser un alpiniste disparu. L'équipe a accédé aux données et a vu sur la carte ce que tout le monde redoutait. La géolocalisation du téléphone de Grant indiquait un point fixe au pied de la paroi, loin de la voie principale. Le signal n'avait pas bougé depuis 2 jours. Pour les professionnels, cela ne signifiait qu'une seule chose. Le statut de la mission est immédiatement passé de sauvetage à recherche et récupération. Il n'y avait plus aucune chance de retrouver Grant vivant. Il s'agissait désormais de ramener son corps. Alors que ses amis s'accrochaient encore à un mince espoir, l'équipe du YOSAR connaissait déjà la triste vérité. Une petite équipe de sauveteurs a immédiatement été envoyée aux coordonnées indiquées par le GPS. Bien qu'il se trouvât au pied de la montagne, le terrain était un enchevêtrement chaotique de rochers et d'éboulis, particulièrement dangereux à l'approche de la nuit. Les recherches furent brèves. Peu après 21h30, ils trouvèrent le corps de Grant. Il gisait à environ 90 mètres à l'est de la première corde de la voie, sous une corniche rocheuse appelée Cobra Feature. À ce moment-là, il était presque minuit chez les Klein, au Texas. Le téléphone a sonné. Jeff, le père de Grant, a décroché. À l'autre bout du fil, c'était Jesse McGahey, de YOSAR. Sa voix était douce mais directe, trahissant le poids de quelqu'un qui avait déjà dû annoncer ce genre de nouvelles à de nombreuses reprises. Sans entrer dans les détails, il a informé Jeff qu'ils avaient retrouvé Grant et qu'il n'avait pas survécu à sa chute. Après ces mots, il y eut un silence. Un silence qui, comme Jeff le dira plus tard, en disait long. Le choc se mêlait à une acceptation inévitable. C'est l'appel que vous ne voulez pas recevoir, mais que vous attendez toujours d'une certaine manière, avouera-t-il plus tard. Sa femme Jennifer était à proximité. Dans un premier moment d'engourdissement, elle avait l'impression que son fils était toujours là, sur la falaise, continuant son ascension. La nouvelle s'est rapidement répandue à Boys Town, où les amis de Grant attendèrent des nouvelles.
La confirmation officielle de leur pire crainte a frappé la petite communauté comme un coup de massue, éteignant les dernières étincelles d'espoir et plongeant le village de Tente dans un silence lourd et lugubre. Le monde de la famille Klein s'est effondré en un instant. Ils se sont retrouvés seuls au milieu de la nuit dans leur maison tranquille du Texas, avec une nouvelle impossible à comprendre. Des milliers de kilomètres les séparaient de l'endroit où leur fils gisait au pied d'une paroi de granit. Le monde extérieur dormait, ignorant que le soleil s'était éteint dans leur univers. Pendant que les sauveteurs se préparaient à récupérer son corps, ses proches entamaient le voyage le plus long et le plus difficile de leur vie, celui d'accepter leur perte. Cette nuit-là, la sœur aînée de Grant, Sydney, a ouvert son journal intime et a écrit quelques mots pour tenter de comprendre et d'accepter le choix de son frère. Je pense que c'est la beauté de la nature humaine quand la passion devient si profonde que la logique et la raison s'effacent et que la peur ne peut plus toucher le corps ni l'esprit. Ceux qui tombent ne sont pas des imbéciles. Ils sont forts, ils sont courageux, ils connaissent les risques mieux que quiconque. Mais la roche, la hauteur et la gravité sont simples. Elles vous emportent de la même manière, sans drame, sans pitié, sans même un bruit. Ce n'était pas seulement une entrée dans un journal intime, c'était le premier chapitre de l'histoire de l'héritage de Grant, écrite par sa famille qui cherchait à trouver dans sa mort autre chose qu'une tragédie insensée. Un témoignage d'une vie vécue à la limite de la passion. Quelques semaines après la tragédie, la famille Klein, Jeff, Jennifer et la sœur de Grant, Sydney, s'est rendue pour la première fois à Yosemite. Leur but n'était pas simplement de récupérer les affaires de leur fils. Ils voulaient lui dire adieu et essayer de comprendre son univers. Ils avaient le besoin de voir ce qu'il avait vu, de ressentir pourquoi cet endroit avait tant captivé son âme. Ils ont été accueillis dans la vallée par les amis de Grant, dont Chris Guzman. Cette rencontre a réuni deux mondes en deuil, une famille qui avait perdu un fils et une fraternité qui avait perdu un ami. Chris et les autres garçons sont devenus leurs guides. Ils ont montré aux Klein le camp 4 où Grant écoutait des histoires sur des ascensions légendaires. Ils les ont conduits à Swan Slab où il avait perfectionné ses talents d'escalade en solo intégral. Puis ils se sont tous retrouvés au pied des Royal Arch. La famille se tenait là, sous les parois de granit silencieuses qui s'élevaient vers le ciel, et regardait la voie qui était devenue la dernière de Grant. À ce moment-là, comme Jennifer l'a raconté plus tard, tout a pris sens. Le vent qui soufflait dans les pins, l'odeur âcre des aiguilles de pin, la majesté grandiose des rochers. C'était sauvage, magnifique, et nous avons compris pourquoi il était resté, a-t-elle déclaré. Ils ont senti sa présence à cet endroit. La vallée n'était plus un lieu de tragédie pour eux. Elle est devenue un endroit où une partie de l'âme de leur fils serait toujours présente. L'histoire de Grant a résonné bien au-delà de Yosemite, devenant un hymne discret à la passion que les grimpeurs du monde entier pouvaient comprendre. Une campagne GoFundMe, organisée par Lillian Tritt, une amie de la famille, a permis de récolter près de 19 000 $. La famille était non seulement touchée, mais aussi bouleversée. Des messages et des dons ont afflué du Canada, de France et de Nouvelle-Zélande, provenant de centaines de personnes qui n'avaient jamais connu leur fils, mais qui ressentaient un lien spirituel avec lui. La description de la campagne résumait parfaitement l'essence de Grant. Il était fait de granit et de lumière stellaire. Cette vague de sympathie qui a déferlé sur le monde entier s'est concrétisée par deux cérémonies d'adieu très différentes mais tout aussi sincères. Conformément aux souhaits de leur fils, qui a toujours apprécié les sauveteurs, les Klein ont fait don de plus de 3 000 $ des fonds collectés au fonds Yozar. Les premiers adieux ont eu lieu le 26 juin à la salle d'escalade Canyon au Texas. C'était un adieu à un grimpeur. L'atmosphère était empreinte d'un esprit de fraternité, douce amère, animée et très personnelle. Sur l'un des hauts murs de la salle, où Grant avait découvert pour la première fois le monde vertical, ses chaussures d'escalade usées étaient suspendues en rang. Des amis ont laissé des mousquetons et des morceaux de corde sur le mémorial improvisé, des symboles qui n'avaient pas besoin de mots. Ils ont partagé des anecdotes au micro ouvert. Mason Davis a ri à travers ses larmes en se rappelant comment Grant pouvait parler pendant des heures, les yeux brillants, d'une seule fissure sur la voie Swan Slab. D'autres ont déclaré que Grant aurait voulu que nous escaladions le mur juste après. C'était un adieu qu'il aurait compris et approuvé. Le deuxième adieu a eu lieu le 16 août dans une église locale et était complètement différent. Ici, les gens ont fait leurs adieux à un fils, un frère et un petit-fils. L'atmosphère était solennelle, calme et pensive. Des photos provenant des archives familiales étaient projetées sur grand écran. Le petit Grant courant devant tout le monde lors d'une randonnée, lui avec ses sœurs, à Noël.
Ces photos montraient une facette de lui que beaucoup dans la communauté des grimpeurs ne connaissaient pas. Au lieu de fleurs, la famille a demandé des dons pour Yozar. Le point culminant a été le discours de sa sœur, Sydney, qui a lu son essai sur la passion qui l'emporte sur la logique. Ces mots ont donné un sens profond et philosophique au choix de Grant, apportant du réconfort à ceux qui étaient loin du monde de l'escalade. Ces deux adieux ont montré qui il était, l'âme de la communauté des grimpeurs et un fils aimé qui avait simplement trouvé son Dieu dans les montagnes. Quel est l'héritage de Grant Klein ? On ne se souviendra pas seulement de lui comme d'un avertissement sur les risques de l'escalade en solo intégral. Pour ceux qui l'ont connu, il est devenu le symbole d'un dévouement absolu à son rêve. Comme on l'a dit à Yosemite après sa mort, il nous rappelle pourquoi nous grimpons, mais aussi pourquoi nous assurons. Son ambition ultime n'était pas la gloire, mais l'appartenance. Il voulait laisser une trace dans la vallée, faire partie de quelque chose de plus ancien que lui, ressentir ce que ses héros avaient ressenti sur les parois. La famille Klein a décidé de retourner chaque année à Yosemite. Pour eux, ce n'est pas un lieu de deuil, mais un lien avec leur fils. Ils continuent à emporter avec eux des fragments de sa vie, essayant de reconstituer une image complète. Sa nécrologie officielle comprenait une citation de l'alpiniste George Mallory qui décrit parfaitement la philosophie de Grant. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait escalader l'Everest, Mallory a répondu « Parce qu'il est là ». Grant Klein a vécu avec audace et a suivi ce principe simple jusqu'à son dernier souffle. Son histoire n'est pas celle d'une imprudence. C'est l'histoire de personnes qui ressentent si fortement l'appel des hauteurs qu'elles sont prêtes à payer n'importe quel prix pour quelques instants de véritable liberté, seules avec la roche, le vent et le ciel infini. L'histoire de Grant Klein est émouvante parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Il n'était ni fou ni accro à l'adrénaline. C'était un pèlerin qui avait trouvé son temple dans le monde vertical du Yosemite et qui était prêt à payer pour chaque instant passé là-bas. Sa vie courte mais brillante nous pose à tous une question éternelle. Où se situe la frontière entre le dévouement absolu à son rêve et l'égoïsme qui cause une douleur insupportable à ses proches ? Et peut-être que ses parents ont dû faire face à un choix encore plus difficile. Que feriez-vous à leur place, sachant qu'une interdiction pourrait briser l'esprit de votre enfant et qu'une autorisation pourrait le conduire à la mort ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. C'est l'une des histoires les plus ambiguës et les plus complexes de notre chaîne, et votre opinion est très importante pour nous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour les prochains épisodes. Dans le monde des sports extrêmes, on dit que plus on va haut, plus la chute est douloureuse. Dan Osmond a appris cette vérité à 300 mètres au-dessus du fond rocheux du parc de Yosemite lorsqu'une erreur technique a transformé une légende en une leçon éternelle. Malgré sa beauté majestueuse, le monde de l'escalade verticale recèle une vérité impitoyable. L'escalade est l'art de danser sur le fil du rasoir, où chaque mouvement peut être synonyme de triomphe ou de chute. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, l'escalade connaissait une véritable révolution. Le culte des sports extrêmes s'emparait des jeunes esprits et les limites du possible s'élargissaient à chaque nouvelle ascension. Nulle part ailleurs cela n'a été plus évident qu'à Cave Rock, une ancienne formation volcanique surplombant les eaux cristallines du lac Tahoe, à la frontière entre la Californie et le Nevada. Cette grotte naturelle, sacrée pour la tribu locale des Washoe, avec ses corniches rocheuses en surplomb et ses parois verticales complexes, est devenue un centre d'attraction majeur et la destination la plus convoitée par une nouvelle génération d'alpinistes. À l'époque où le terme « sport extrême » faisait son apparition, Cave Rock offrait précisément cela, l'extrême dans sa forme la plus pure. Les voies de difficulté 5.13 et 5.14, catégories accessibles uniquement aux plus techniques et aux plus audacieux, étaient particulièrement attrayantes. Les parois de granit surplombant le bleu du lac Tahoe à plusieurs dizaines de mètres de hauteur ne pardonnaient pas les erreurs. Une chute y est synonyme de blessure grave ou de mort, l'impitoyable arithmétique de la gravité, impossible à ignorer. Pendant ce temps, dans la vallée de Yosemite, à 320 km au sud-ouest de Tahoe, les parois verticales d'El Capitan et de Half Dome attiraient depuis longtemps les meilleurs grimpeurs du monde. Mais le véritable test était la Leaning Tower, une tour de granit inclinée de plus de 300 mètres de haut qui semble défier les lois de la physique avec son inclinaison dangereuse.
Dans ce lieu de pur risque, le destin avait préparé la dernière étape pour l'un des alpinistes les plus audacieux de l'époque. Dans ces années-là, la culture de l'extrême façonnait une génération. MTV diffusait des publicités mettant en scène des cascadeurs et des skateurs, les magazines étaient remplis de photos d'athlètes intrépides et les cassettes de cascades extrêmes passaient de main en main. L'esprit de rébellion et l'addiction à l'adrénaline définissaient l'époque, bien avant que les médias sociaux ne banalisent de tels exploits. C'est dans ce monde, plein de hauts et de bas, qu'est entré un homme dont le nom est devenu synonyme de courage insondable et de destin tragique. Un homme qui a porté le vol libre à la corde vers des sommets jusqu'alors inaccessibles, tant au sens propre, la hauteur des sauts, qu'au niveau du développement du sport lui-même. Voici l'histoire de Dan Osmond, charpentier, père, innovateur et chercheur des limites de l'effort humain. Entre le triomphe et la tragédie, il n'y a qu'un nœud, un moment, où 300 mètres de chute libre séparent le génie des sports extrêmes de la rencontre avec l'éternité. Dan Osmond est né le 11 février 1963. Résidant à South Lake Tahoe, il combine son travail de charpentier avec une passion irrésistible pour l'escalade. À l'âge de 14 ans, il a escaladé Cave Rock pour la première fois, s'accrochant aux fissures pendant que d'autres jouaient au football. Sa vie était caractérisée par une simplicité remarquable. Un appartement modeste, des affaires minimales, seulement l'équipement le plus essentiel. Il se qualifie lui-même de « apprenant lent », rappelant qu'il a travaillé pendant 8 ans pour atteindre le niveau d'expert. Chaque jour, il se rendait à Cave Rock, au-dessus de la surface brillante du lac Tahoe, passant des heures à perfectionner ses compétences sur les mêmes voies, mémorisant chaque corniche et chaque fissure. La routine d'Osmond était simple. Quelques mois de travaux de construction, puis des semaines sur les rochers. Sur le chantier, je gagnais ma vie, sur les rochers, je vivais, disait-il à ses amis. Ses amis disaient en plaisantant qu'il dormait avec une carabine sous son oreiller. Le tournant s'est produit au milieu des années 80 lorsque Dan a rencontré Dave Griffiths dans le parc national de Joshua Tree. Un jour où Griffiths se débattait avec la voix Acid Crack, Osmond s'est lancé à sa poursuite, montrant quelques mouvements qui ont surpris son compagnon plus âgé. Il avait le physique parfait pour un grimpeur, se souviendra plus tard Griffith. Léger mais fort, avec un excellent rapport force-poids. Mais ce qui comptait le plus, c'était sa force mentale, sa capacité à se concentrer dans un moment d'effort extrême. À la fin des années 80, Dan Osmond commence à expérimenter des ascensions en solo sans assurance. La voie Atlantis dans le parc national de Sequoia est devenue l'un de ses solos phares, une voie techniquement difficile où la moindre erreur pouvait signifier la mort. Osmond a cependant sa propre vision de la peur et du risque. Le solo n'est qu'un jeu. Un jeu sérieux, mais un jeu. Le prix d'une erreur est votre vie, alors vous feriez mieux de savoir exactement ce que vous faites, a-t-il dit à un ami, des mots qui sont devenus le manifeste de sa philosophie de vie. Derrière le caractère réservé et la modestie d'Osmond se cachait une profondeur et une complexité. Peu compétitif et cherchant rarement à s'exprimer en public, il était centré sur un défi intérieur, non pas pour battre les autres, mais pour dépasser ses propres limites. Cette qualité a donné à sa figure une signification particulière dans une communauté où l'ego était souvent plus important que la véritable réussite. Au début des années 1990, Dan Osmond était passé du statut d'alpiniste inconnu à celui de légende locale, un homme qui ne se contentait pas de conquérir les rochers, mais comprenait leur langage, leur écriture secrète, gravée par des millions d'années d'érosion et de changements géologiques. En 1959, lors d'une nouvelle voie sur Cave Rock qu'il nommera plus tard Phantom Lord, Dan Osmond a vécu une expérience qui a changé sa perception de l'extrême. Alors qu'il travaillait sur une corniche en surplomb, il tomba à plusieurs reprises, se laissant tomber à l'aide d'une corde à une hauteur considérable. Ces chutes, les whippers comme les appellent les grimpeurs, sont d'abord effrayantes, mais une chose étonnante se produit bientôt, la peur est remplacée par l'exaltation. À un moment donné, je me suis rendu compte que la chute était pour moi un plus grand défi que l'escalade elle-même, a-t-il admis plus tard dans une interview accordée à Rock on Ice. Ainsi, après s'être confronté à sa propre peur de tomber et avoir appris à la maîtriser, Osmond a soudain découvert un nouveau domaine de l'escalade extrême, le monde de la chute libre contrôlée. En 1991, Dan expérimente déjà ce que l'on appellera plus tard le rope free flying, c'est-à-dire le saut à l'aide d'une corde avec un étirement minimal, ce qui permet une chute libre beaucoup plus longue qu'avec le saut à l'élastique. Son système était radicalement différent du saut à l'élastique.
Au lieu d'une corde élastique, il utilisait une corde dynamique en nylon d'un diamètre de 10-11 mm qui arrêtait la chute brusquement, mais pas très loin du sol. L'histoire aurait pu se dérouler différemment s'il n'y avait pas eu une rencontre fortuite à Cave Rock durant l'été 1991. Eric Perlman et Mike Hatchett, réalisateurs d'un documentaire sur l'escalade, remarquent une personne seule en train d'escalader une voie de difficulté 5.14, une cotation réservée à l'élite des grimpeurs de classe mondiale. Perlman l'a immédiatement senti. La caméra aime cet homme. L'un des aspects que tout le monde connaît, mais que l'on exprime rarement, c'est que Dan était un brillant interprète. La caméra l'aimait pour sa ligne et la fluidité de ses mouvements, se souviendra plus tard Perlman. Osmond devient donc la star de son premier film, Masters of Stone, qui filme non seulement ses escalades, mais aussi ses premières expériences en matière de saut. Le film lui a apporté une notoriété bien au-delà de sa communauté locale, et bientôt MTV diffusait déjà des publicités mettant en scène ses chutes, touchant ainsi un public de plusieurs millions de personnes. Au fur et à mesure que sa renommée grandit, l'ampleur de ses sauts augmente. D'une hauteur initiale de 300 pieds, Osmond passe à 600, puis à 800, en installant des systèmes de plus en plus complexes. Sa réflexion d'ingénieur se traduit par des configurations inventives de cordes, de poulies et de points d'ancrage que les grimpeurs expérimentés qualifient d'œuvres d'art. Contrairement aux sauteurs à l'élastique qui utilisent des plateformes commerciales, Osmond installe ses systèmes dans les endroits les plus inaccessibles, sur les falaises, les ponts et les arches des canyons de l'Utah. Ce faisant, il a délibérément évité les systèmes d'assurage en double, se contentant d'une seule corde et de ses propres calculs, une approche qui lui a valu à la fois admiration et critique. Le passage de l'escalade au vol libre sur corde n'était pas seulement un changement de discipline pour Osmond, c'était aussi une extension logique de son voyage intérieur, une recherche constante de nouvelles facettes des sports extrêmes. J'ai vraiment peur. Je fais cela pour apprendre à surmonter la peur, à nager dedans et à la dépasser. Ces mots révèlent la véritable motivation d'un homme pour qui le risque n'est pas seulement une poussée d'adrénaline, mais une expérience profonde de découverte de soi. Derrière les sauts vertigineux et la célébrité grandissante se cachait une autre facette de la vie de Dan Osmond. À la fin des années 80, il se marie, mais son union est de courte durée. Son obsession pour le rock et ses projets de plus en plus risqués ont ruiné le mariage. De cette brève union est cependant née la chose la plus précieuse de sa vie, sa fille Emma. Au début des années 90, alors que Dan s'était déjà séparé de sa femme, la petite Emma vivait avec sa mère. Il voyait sa fille lorsqu'il revenait à Tahoe entre deux voyages, mais les rencontres étaient sporadiques, l'emploi du temps d'un alpiniste itinérant se combinant rarement avec la vie mesurée d'un enfant. « En mourant, je laisserai tomber tout le monde, ma famille, mes amis. Emma s'en sortira, elle ira bien, mais je la priverai de son père », confie Osmond à ses proches. On pouvait entendre l'anxiété dans sa voix, mais aussi le fatalisme, comme s'il avait déjà accepté l'inévitabilité du choix entre la passion et le devoir. « Lorsque je saute, je me sens plus vivant que jamais », a-t-il déclaré lors d'une interview. Mais quand je rentre chez moi et que je vois Emma, je réalise que je dois vivre pour voir sa remise de diplôme, pour voir son mariage. En 1998, alors que le nom de Dan Osmond est devenu légendaire et que ses sauts atteignent des sommets sans précédent, un conflit interne atteint un point critique. Le paradoxe de sa vie est que sa recherche de la liberté par la chute ne fait que le maintenir plus fermement ancré au sol, à sa fille, à ses responsabilités, à l'idée que son obsession a un prix exorbitant. Et le pendule de sa vie a continué à osciller entre sécurité et risque, entre paternité et passion pour le vol, l'emportant toujours plus loin vers de nouveaux sommets où l'air devenait de plus en plus mince et la marge de sécurité de plus en plus réduite. La célébrité croissante a un prix. Au milieu des années 1990, après la sortie de plusieurs films de Masters of Stone le mettant en scène, le nom de Dan Osmond suscite des réactions opposées dans la communauté des sports extrêmes. Pour certains, il était une icône, un alpiniste repoussant les limites du possible. Pour d'autres, un showman téméraire faisant passer le spectacle avant la sécurité. Dan a fait des choses dont nous ne pouvions que rêver, se souvient le jeune Alex Honnold qui regardait les cassettes de ses ascensions à Sacramento lorsqu'il était enfant. Dans le même temps, une génération plus âgée de grimpeurs secouait la tête. Il va trop loin. Ce n'est plus de l'escalade, c'est un cirque. Ces sauts ont particulièrement inquiété les gardes des parcs nationaux.
Après qu'Osmond a effectué une série de sauts spectaculaires depuis le pont de Forest Hill à plus de 120 mètres de haut en Californie, les autorités locales ont intensifié les patrouilles sur le site. Il donne un exemple dangereux, a déclaré un porte-parole lorsque la vidéo du saut a été diffusée dans les médias locaux. Les amateurs qui n'ont pas suivi sa formation essaieront de le reproduire et mourront. Les systèmes techniquement complexes d'Osmond faisaient l'admiration des ingénieurs. Il calculait les trajectoires de chute à quelques mètres près en s'appuyant sur des connaissances en physique et sur les propriétés des matériaux acquises par l'expérience. Mais les critiques ont pointé du doigt l'élément le plus important, l'absence d'un système de sécurité redondant. Dans le monde de l'escalade industrielle et même de l'élastique commercial, cela serait impensable. Dans l'escalade traditionnelle, il y a des compagnons, des relais, des crochets, tout un système. Dan n'avait qu'une corde et une confiance absolue dans ses calculs, commande Dave Griffith. Cette foi frise la confiance en soi, mais elle est l'essence même de sa philosophie du risque. En avril 1997, après un saut en arche particulièrement dangereux dans les canyons de l'Utah, Osmond donna une interview au magazine Outside, dans laquelle il exprimait son attitude face à la peur. « J'ai vraiment peur à chaque fois. Seuls les imbéciles ou les menteurs n'ont pas peur. Mais c'est précisément à cause de la peur que je me lance, pour apprendre à vivre avec elle, à m'en imprégner et à la dépasser. Lorsque vous regardez vraiment la peur dans les yeux, vous commencez à comprendre quelque chose sur vous-même et sur la vie qu'il est impossible de comprendre autrement. » En 1998, les conflits extérieurs n'ont fait que s'intensifier. Yosemite, le saint des saints de l'escalade américaine, devient la prochaine cible d'Osmond. Le parc national, avec ses règles strictes et ses gardes vigilants, représentait un double défi, à la fois en tant que paysage pour des sauts records et en tant que zone où ses activités se situaient dans une zone grise de l'égalité. Pour Dan, il s'agit d'une nouvelle frontière, la dernière et la plus importante. Octobre 1998. La vallée de Yosemite, protégée par des murs de granit et des pins millénaires, est particulièrement impressionnante dans la lumière de l'automne. Ici, entre la légendaire falaise de la Leaning Tower et la méconnue Fifi Buttress, Dan Osmond et son équipe installent un système qui va changer la perception de ce qu'il est possible de faire en vol libre sur corde. Une ligne horizontale de 365 mètres de long entre deux points a permis un saut record de plus de 305 mètres de chute libre. L'installation a duré des semaines. Chaque élément du système, des points d'attache aux nœuds, a été testé plusieurs fois. Dan a travaillé avec une grande précision, sachant que les moindres millimètres peuvent faire la différence à cette échelle. Parmi ses partenaires de saut temporaire se trouvait Dean Potter, une étoile montante de l'escalade qui établirait plus tard des records de vitesse sur El Capitan. Malgré son courage, Potter admet que les sauts d'Osmond le mettent mal à l'aise. « Mon travail d'escalade a toujours été axé sur le contrôle, alors me jeter d'une falaise en pensant que je pourrais survivre, que je pourrais mourir, me rendait un peu nerveux. » Le 17 octobre, alors qu'il se prépare pour le saut du record, le téléphone de Dan sonne. C'est sa fille Emma, la voix tremblante de larmes. « Papa, j'ai peur pour toi, dit-elle. » Sans hésiter, Osmond pose son matériel et monte dans la voiture. « C'est plus important, dit-il brièvement à ses camarades surpris. Le rocher pouvait attendre, sa fille non. 2 jours plus tard, de retour à Yosemite après un voyage pour voir sa famille, Osmond est confronté à un coup du sort imprévu. Il est arrêté par les gardes forestiers pour des tickets de parking impayés et d'autres infractions mineures. Une situation qui aurait pu être résolue par un simple paiement s'est soudainement aggravée. Dan a été placé en isolement pendant 12 jours. La sévérité de l'isolement pour un contrevenant à une contravention de stationnement semblait excessive. Les amis d'Osmond parlent d'une leçon de démonstration, une façon pour le garde forestier de le dissuader de sauter dans un parc national. Quoi qu'il en soit, pour un homme habitué à la liberté des falaises et du ciel ouvert, les murs de la cellule représentaient une épreuve plus sévère que n'importe quel défi physique. 12 jours plus tard, lorsque des amis ont réuni une caution de $25 000, Dan a été libéré. Eric Perlman, le réalisateur de Masters of Stone qui avait offert sa maison en garantie, l'a rencontré à Reno. Il était déprimé après tout ce temps passé seul. Se souviendra plus tard Eric Perlman, qui a vu Dan Osmond passer du temps avec sa fille, essayant d'être un père normal malgré le tumulte intérieur. Au cours de ces journées de novembre 1998, ses proches ont constaté un changement chez Dan. Il parle du dernier grand saut et dit qu'il est temps de vivre une vie plus tranquille.
Dans une rare interview, il admet « Quand tout cela sera terminé, j'ai hâte de passer du temps avec ma fille et ma famille, et surtout de m'allonger sur le canapé pendant un certain temps. Cela fait longtemps que je suis lancé à une vitesse cosmique, et je pense que chaque chose a son temps avant de commencer à vous rattraper. J'ai ce groupe charismatique d'anges gardiens qui ont besoin de vacances payées. Personne n'aurait pu deviner que ces paroles se révéleraient prophétiques, et que les anges gardiens étaient effectivement fatigués. 2 pneus crevés, il faut retourner au système de Yosemite pour le démonter, explique Dan Osmond à son ami Miles Dasher, qui lui demande de le raccompagner tard dans la soirée du 20 novembre 1998. Après avoir été libéré sous caution et avoir passé quelques jours avec sa famille à Reno, Osmond semblait résigné à l'idée que son ambitieux projet devait être abandonné. Mais quelque chose dans ses yeux disait le contraire. Ils arrivent à Yosemite le 21 novembre et escaladent la tour penchée le soir même. Osmond connaît chaque pierre de l'itinéraire, même dans l'obscurité. La ligne entre la tour et le contrefort Fifi, tendue depuis 1 mois, est toujours en place malgré les pluies et la neige de novembre. Le système a résisté aux intempéries, mais la corde de 300 mètres qu'il a sautée en octobre a inévitablement été exposée aux éléments. Le matin du 22 novembre, plutôt que de commencer le démontage, Osmond propose « Testons d'abord le système. Je ferai le saut, puis vous. » Miles, qui fait confiance à l'expérience de Dan, accepte. Les sauts sont réussis et ils passent la soirée à réapprovisionner le magasin du village, à parler du lendemain, mais pas un mot sur le démontage du système. Le 23 novembre 1998 à 16h15, Miles effectue son saut et descend en rappel le long des cordes stockées dans sa pochette de ceinture. Lorsqu'il retourne à la tour vers 17h30, il trouve Osmond en train de préparer fébrilement un nouveau saut. Le soleil glisse déjà vers l'horizon, plongeant la vallée dans le crépuscule. « Je vais sauter de 330 mètres de corde, ce qui signifie que je ne serai qu'à 45 mètres du sol lorsque je m'arrêterai », explique Osmond en ajoutant 22 mètres de corde supplémentaires, soit 3 fois plus que d'habitude. Il a également modifié l'angle du saut, ce qui l'oblige à sauter par-dessus la ligne de récupération. Dans l'obscurité naissante, il a sorti son téléphone pour informer ses amis de l'imminence du record. Il glisse le téléphone dans l'étui qu'il porte sur la poitrine et se prépare à sauter. Le vent se lève, l'air froid se remplit d'impatience. Avec le recul, Dasher a vu les signes avant-coureurs. La précipitation due à l'obscurité, l'augmentation significative de la corde, le changement d'angle, la confiance d'Osmond qui frise la peur. Mais à ce moment-là, la foi dans les compétences exceptionnelles de Dan l'a emporté sur les doutes. Ce n'est pas seulement une question de corde, a déclaré Osmond avant le saut, en regardant la vallée en contrebas. Il s'agit d'affronter sa peur. Tomber est la forme la plus honnête de prière. Dasher regarda la torche du casque de Dan disparaître dans l'obscurité. Il entendit le bruit d'une corde tendue qui commençait à fouetter, puis l'arrêt soudain de ce bruit. Le cri d'Osmond. Puis un lourd bruit sourd. Paniqué, Dasher tente de le contacter par radio, mais il n'y a pas de réponse. Au fur et à mesure que le silence s'installe, les pires craintes se transforment en une insoutenable certitude. Le cœur de Miles Dasher bat à tout rompre tandis qu'il descend les escaliers dans l'obscurité. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Arrivé à la base, il allume sa lampe frontale et commence à se frayer un chemin dans le champ rocheux en dirigeant le faisceau lumineux entre les rochers et les arbres. À 18h40, Dasher aperçoit un bout de corde qui pend d'une branche en hauteur. En dirigeant son regard vers le bas, il aperçoit Osmond couché sur le côté. Dans un dernier espoir, Dasher s'est précipité et a cherché un pouls. Il n'y a pas de pouls. Dan avait l'air presque serein, comme s'il s'était endormi. Aucune blessure visible, aucune grimace de douleur, juste la paix parfaite d'un homme qui ne lutte plus contre la gravité terrestre. À l'âge de 35 ans, Dan Osmond effectue son dernier vol. Dasher, ébranlé, se précipite sur les rochers jusqu'au parking le plus proche où il s'efforce de composer le numéro de son ami sur une cabine téléphonique. « Dan est mort », dit-il en sanglotant. « Il est à terre. Je viens de le voir. Il est mort. » Un appel au 911 s'ensuit. 1 heure plus tard, le médecin légiste arrive avec des gardes forestiers qui ont tenté de se rendre sur les lieux, mais ont rebroussé chemin en raison des conditions glissantes. La pluie de la nuit avait transformé les rochers en pièges mortels. Il contacte Dean Potter, alors membre de Yosemite Search and Rescue, et lui demande de retrouver le corps. Potter arrive en fin d'après-midi et passe la nuit à côté du corps de son ami, le protégeant des animaux sauvages.
Par une étrange ironie du sort, Potter, qui n'était pas très à l'aise avec les sauts d'Osmond, se retrouvait à présent le dernier gardien de son repos, sans savoir que 17 ans plus tard, il mourait lui-même dans un accident de base jump non loin d'ici, à Taft Point, dans le Yosemite. Le lendemain, en examinant les cordes, Potter et les experts techniques découvrent un indice sur la tragédie. Dan Osmond n'avait pas réalisé qu'en changeant l'angle du saut, il exercerait une charge excessive sur l'un des nœuds reliant les sections de sa corde. Cette charge, environ 10 à 12 kN, soit l'équivalent de 1200 kg, dépassait la résistance de la connexion, provoquant le glissement du nœud. Cette erreur technique, aggravée par un mois d'exposition à la pluie et à la neige sur l'équipement, a été fatale à un homme qui affirmait toujours « Ma vie dépend de la corde, je connais donc la corde mieux que quiconque ». Par une ironie tragique, les derniers mots qu'il a adressés à Dasher « Et tout est prêt », se sont révélés être la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. L'homme qui a enseigné aux autres à se baigner dans la peur n'a peut-être pas ressenti suffisamment de peur à ce moment-là pour s'arrêter. La ligne imperceptible entre le courage et la témérité, comme la frontière entre la vie et la mort, a été franchie dans le ciel crépusculaire de novembre du Yosemite, lorsque la corde, au lieu d'être un pont entre la chute et l'envol, est devenue un fil effiloché du destin. Pendant 3 semaines après la tragédie, le système d'Osmond est resté suspendu entre la Leaning Tower et le Fifi Buttress, y compris une grande partie de la ligne de saut cassée. Les gardes forestiers mènent une enquête qui progresse plus lentement que les amis de Dan ne l'avaient prévu. En décembre 1998, l'équipe de secours a récupéré les sections supérieures de la ligne de saut et les a envoyées pour examen. Une société qui fabrique des équipements d'escalade de classe mondiale a procédé à une analyse approfondie. Les résultats sont sans équivoque. Osmond n'avait pas prévu que le changement d'angle de saut exercerait une tension excessive sur l'un des nœuds. Aucun sabotage délibéré n'a été découvert. Des rumeurs selon lesquelles les gardes forestiers auraient endommagé la corde en guise de leçon ont circulé dans la communauté des grimpeurs, mais l'analyse en laboratoire a réfuté cette théorie. Les cordes n'ont pas été endommagées de manière significative par l'exposition au soleil et à la pluie en 3 semaines. Techniquement, la conclusion était simple. Un nœud clé avait glissé, mais ne s'était pas rompu. Le 28 novembre 1998, par une journée froide et venteuse, plus de 200 amis et membres de la famille se sont rassemblés à Cave Rock, au-dessus du lac Tahoe, pour rendre hommage à Dan Osmond. Ses cendres ont été dispersées sur les eaux du lac qu'il aimait tant et où il a passé les meilleures années de sa vie. Emma, 8 ans, debout à côté de sa mère, regarde les cendres de son père emportées par le vent. Eric Perlman, Dave Griffith, Miles Dasher et d'autres amis proches ont prononcé des mots d'adieu sur son courage, son talent, son humanité au-delà des rochers et des caméras. Le même jour, les amis d'Osmond ont annoncé la création d'un fonds commémoratif pour Emma. Reconnaissant que son père, malgré sa célébrité grandissante, avait vécu modestement et n'avait pas laissé d'économies importantes, la communauté a décidé d'assurer son avenir. Les fonds ont été affectés à l'éducation d'une jeune fille qui avait grandi en écoutant les histoires d'un père qui pouvait voler. Dean Potter, qui a gardé le corps d'Osmond la nuit suivant la tragédie, a déclaré plus tard « Dan a vécu sa vie comme il l'entendait, pleinement, intensément, en acceptant le risque comme faisant partie du voyage. On peut discuter de ses choix, mais pas de sa sincérité à suivre sa vision. » À Yosemite, où s'est déroulée la dernière scène de sa vie, le souvenir de l'homme qui dansait avec les abîmes est présent chez les gardes forestiers et les alpinistes. Le parc qu'il a arrêté est devenu le lieu de sa légende, une contradiction qu'Osmond apprécierait probablement. La mort de Dan Osmond a divisé le monde des sports extrêmes. Les critiques l'ont accusé d'imprudence et d'irresponsabilité à l'égard de sa fille. Ceux qui l'ont connu personnellement ont vu un homme courageux qui affrontait consciemment ses peurs. Ce n'était pas un fou qui risquait sa vie pour l'adrénaline, a déclaré Eric Perlman dans le magazine Outside. C'était un explorateur, un artiste qui travaillait avec la peur et la gravité. Ce qui, pour d'autres, semblait téméraire, était pour lui un processus profondément conscient. En 2007, l'US Forest Service a définitivement fermé Cave Rock à l'escalade. Il y avait quelque chose de symbolique dans le fait que l'endroit qu'Osmond avait transformé d'un site encombré en un espace emblématique pour les grimpeurs restait son domaine, intact pour les nouvelles générations. Alex Honnold, qui s'est rendu célèbre en escaladant El Capitan en solitaire, a reconnu l'influence d'Osmond.
Dan Osmond a fait des choses sur Cave Rock qui, pour moi, enfant, représentaient les seules voies sportives que je connaissais. C'était une source d'inspiration. L'héritage d'Osmond dans le domaine du vol libre sur corde est plus complexe. Son approche minimaliste de la sécurité ne s'est pas imposée, le coût d'une erreur était trop élevé, mais son attitude philosophique face à la peur a influencé les sports aériens extrêmes modernes. L'histoire de Dan Osmond nous rappelle que la frontière entre le triomphe et la tragédie est ténue. Les sports extrêmes testent les limites des capacités humaines, mais les dangers encourus ne doivent jamais être sous-estimés. La plus grande leçon de Dan Osmond est peut-être l'importance de l'équilibre. Entre la passion et la responsabilité, entre l'innovation et la préparation, entre la liberté et l'attention portée à ceux qui nous aiment. Comme il l'a lui-même déclaré dans sa dernière interview, « Lorsque tout cela sera terminé, j'aurai vraiment hâte de passer du temps avec ma fille et ma famille. » Pour ceux qui se tournent vers les mondes verticaux à la recherche d'eux-mêmes, son histoire est à la fois une source d'inspiration et un avertissement, aussi beau et impitoyable que les murs de granit de Yosemite à l'aube. La tragédie de Dan Osmond soulève la question suivante. Où se situe la limite entre le courage et la témérité ? Préféreriez-vous vivre une vie courte mais colorée, remplie de moments extrêmes, ou une vie plus longue mais plus mesurée ? Osmond était-il égoïste de risquer sa vie alors qu'il avait une fille en pleine croissance, ou sa volonté de surmonter la peur pouvait-elle être considérée comme une forme particulière de bravoure ? Et si vous aviez su que le dernier saut serait fatal, l'auriez-vous prévenu ? Ou bien certaines leçons de l'humanité doivent-elles être apprises de cette manière, à travers la perte et la tragédie ? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans les prochains épisodes.